Mephisto Red! Oh! Mephisto Red! Déjà? Warsaw Glow! Wow! Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 120. David nous éduque. On tient à remercier l'Abysse, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, David, tu nous éduques sur probablement pas le tigre que Phil tenait dans ses mains, j'imagine. Il n'a pas trouvé un nom encore. Non, hein? Faudrait lancer une campagne de suggestion de la part de nos fans pour qu'ils donnent un nom à ton tigre. Un GoFundMe. Mais il y a un lien avec le tigre dans ce que je vais vous parler. Ah ouais? Ah ben là, je dois avouer que... Ben, tu sais, il y a aussi le fait que je lis pas tes notes, là. Mais, je te dirais que je l'ai pas vu venir, mais je le vois jamais venir, vu qu'on lit pas bien. Surprends-nous, David. Ben, je vais vous parler de Deuxième Guerre mondiale. Puis un des tanks allemands les plus connus, c'est le Tiger. Oh my God! C'est ça ton lien. C'est ça mon lien. C'est ça ta surprise. Hey boy! T'as travaillé David, fort aussi. T'étais ici. Ouais. Ton jeu de mots était là. C'est même pas un jeu de mots. C'est même pas un jeu de mots. Nous, on était ici. Non, mais moi, j'étais là. Ma motivation est en train de revenir. Là, ça fait... Non, mais c'est parce C'était comme la Troisième Guerre mondiale. Bon, pour ceux qui nous écoutent, il y a personne qui a compris ce que je pointais. Okay? Oui, c'est parce ça. que je suis vraiment désolé. Pour votre bénéfice, j'essayais de souligner le fait que David a fait un genre de jeu de mots puis qu'on était complètement à l'opposé de ce qu'il faisait. Mais la dernière fois que j'ai parlé du Tiger dans un épisode, tu l'as appelé le Tiger Shark, je pense, le 3/4 de l'épisode. Oui, le fameux Tiger Shark! Tu y as rappelé. Je t'ai à dire que tu viens de piler dedans toi-même. Ben oui. Embrace it! C'est un superbe tank, le Tiger Shark. Et je pense que c'est un tank tôt aussi. Ah! Non, c'est le Hammer quelque chose. Il n'y a pas de Tiger Shark. T'as le Hammer Strike, ou whatever le nom. T'as le Piranha. Puis il y en a un chez les taux. Je pense qu'il y en a un qui a le mot Tiger dedans. Mais je peux me tromper. Je pense que c'est l'avion. Dave est déjà en train de googler à voir sa face. Ouais. Je pourrais me tromper. Mais c'est exactement ça, le Tiger Shark. Je pense que c'est le... C'est-tu le Forge World? Je pense que c'est le gros Forge World. Ouais. Ça se pourrait. Puis t'as le Manta aussi. T'as le Manta qui est le gros. Puis t'as le Tiger Shark qui est un genre d'avion, je pense, Forge World. OK. Mais je peux me tromper, là. Mais... Hein? Je connais mon Warhammer. Bravo. Je connais peut-être rien à Général d'Armée. Je connais peut-être rien à Chain of Command. Je connais peut-être rien à Bolt Action. Je connais peut-être rien à tout ce que tu veux de Too Fat Lordies, mais je connais ma gamme de Warhammer. 208 livres. Tu connais-tu l'admiral Nelson? Je connais Nelson Mandela, puis je connais Willie Nelson. Ok, t'as déjà oublié l'épisode d'avant. Quel épisode d'avant? Laisse faire. Qu'est-ce que t'as dit, David? J'ai trouvé sur le site anglais, il était 208 livres. Ça a du sens. Ça en fait quand même 207 de plus que ce que j'ai déjà lu, là. Bon, je ne trouve pas ce site en français. Fait qu'on va revenir au sujet principal. Là. Oui, c'est ça! Le Tiger Shark! Après cette longue introduction. Alors aujourd'hui, je vous parle. Et là, pour faire plaisir à Kevin, je suis très excité de vous parler de la Battle of the Bulge. Tu nous parles de ta poche? Es-tu content, Kevin? Ça te fait-tu plaisir? Tu viens de le briser. Oh non! Oh, Kevin. Wow! J'avais jamais eu. Ouais. J'avais jamais eu cet effet-là. C'est parce que là, moi, mon imagination fonctionne avec des images, OK? Puis là, la Battle of the Bulge, là, je vais vous expliquer ce que je vois dans ma tête, OK? Comme ça, David, je te laisse tout l'espace que tu veux, OK? Tu sais, les bonhommes de l'Empire, là, de Warhammer Old World, oui. Ah, je vois ils ont tout un codpiece. Hein? Ils ont tout un gros bulge. Mais là, moi, tout ce que je vois, c'est des gars qui chargent avec le bassin par en avant,
et qu'ils font juste se rentrer dedans en bataillon, OK? C'est ça un Battle of the Bulge pour moi. Fait que ça me fait immensément rire. Mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison narrative, historique, pourquoi ça s'appelle comme ça. Puis David va sûrement nous l'expliquer aujourd'hui. Maintenant que j'ai ri, je vais mettre ça de côté. On va comportementaliser. On va oublier que ça, c'est hilarant. Hein? J'espère que vous l'avez ri avec moi. Sinon, je suis désolé de vous avoir fait vivre ça. OK, David, pourquoi ça s'appelle Battle of the Bulge? Battle of the Bulge, le nouveau starter set qui vient avec la 3e édition de Bolt Action. Et on remercie Warlord Games qui nous a offert cette boîte-là. Merci Warlord Games. Donc, il vient de sortir ça avec leur 3e édition. Bon, on va y aller tout de suite sur le nom. Là. L'opération, on l'appelle Battle of the Bulge en anglais. C'est à cause de la forme en coin du front au moment de cette bataille-là. Ça fait un bulge. Ça fait un saillant en français. Un saillant. Un saillant. Est-ce qu'on pourrait dire que... Est-ce que c'est un super saillant? Un super saillant. Oh! OK. En allemand, l'opération s'appelait Wacht am Rhein, qui est le gardien du Rhin, qui est le fleuve et non pas ton Rhin, Kevin. Ouais, mais là, je vais dire, là, pour vrai, l'anatomie, il y a des limites. Là, le saillant, le bulge, c'était correct. Le Rhin, t'es ailleurs. Là. Les Allemands, ils n'ont pas compris. Wacht am Rhein, c'est un chant patriotique, puis c'était aussi une peinture. Que ça, c'est en référence à ça. C'est sorti en même temps que Charadon Granit? Je pense que oui. Sinon, en français, on parle de la bataille des Ardennes. Et c'est pas la première parce qu'il y en a eu une au début puis une à la Première Guerre mondiale aussi. Donc, un petit mise en situation. Bataille des Ardennes, c'est vers la fin de la guerre, du 16 décembre 1944 au 25 janvier 1945. Juste pour vous situer un peu plus, le débarquement de Normandie, c'était le 6 juin de la même année, 6 juin 1944. Puis la guerre de 100 ans, c'est avant. Ça, oui, avant. Puis Waterloo, c'est après. Non. Non, c'est après la guerre de 100 ans, Kevin. Oui, ça oui. Mais avant le débarquement de Normandie. Puis la guerre de 7 ans, c'est quand? C'est 18e droit de réplique. OK, laisse faire. Move on. J'ai mal à la tête. Fait que, puis 8 mai 1945, c'est la capitulation du Troisième Reich. Fait que c'est vraiment dans les dernières batailles qui se passent à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que c'est la dernière grosse offensive allemande. Fait que là, les Allemands sur le front ouest, ils se font démonter par des grosses offensives russes. Puis là, Hitler, il prend le commandement suprême des armées à ce moment-là, puis il se dit, je vais essayer de faire une grosse offensive sur le front ouest, prendre le port d'Anvers, puis avec cette victoire-là, je vais avoir la chance de faire une paix séparée avec les Alliés, qui vont accepter de faire la paix avec moi parce qu'ils n'aiment pas plus les communistes que moi. Puis après ça, quand j'ai fait cette paix-là, je peux reconcentrer toutes mes troupes sur le front de l'Est. Là, même dans les livres les trucs que j'ai lus rapidement, là, il était un peu delusional. Là. Apparemment, la guerre était déjà perdue à ce moment-là, mais bon, il était en train de dernière offensive. À partir du moment où Hitler commence à te parler de faire la paix, tu sais déjà qu'il n'est plus là. Ouais. Je connais pas grand-chose dans l'histoire, mais si j'avais quelque chose qui m'a semblé normal chez lui, c'est viser la paix. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il veut faire cette offensive-là. À ce moment-là, les troupes alliées, la plupart qui sont sur le front, c'est des gens qui se sont battus depuis mai. Donc, ils ont fait le débarquement, tout ça, sont épuisés. Puis là, vu qu'ils ont bougé super rapidement puis qu'ils ont fait avancer la ligne de front, les lignes de ravitaillement sont étirées. Fait qu'on a de la misère. Fait que les Alliés, ils disent on va arrêter au niveau de la forêt des Ardennes parce que c'est une forêt dense, fait que c'est plus facile à défendre. Puis on va pouvoir se ravitailler à ce moment-là, puis on est pas mal sûr que les Allemands ils ont besoin de se ravitailler aussi. OK. Fait que c'est ça. Finalement, les Allemands, eux, ils n'ont pas tant besoin de ça. Fait qu'ils se disent c'est le moment, on va frapper, il me reste assez de réserve pour que je le fasse. Puis là, leur opération repose sur 4 grands facteurs. Le secret. Fait qu'il faut que l'opération soit très secrète. Hitler, il dit juste à un petit groupe restreint. Ça marche. Puis même qu'il va y avoir des messages décodés par de Enigma, là, la machine avec Imitation Game. Là. Ils vont décoder des messages, puis les messages ne seront pas pris au sérieux. Fait qu'il réussit à prendre par surprise les Alliés. OK. Deuxième facteur, il faut qu'ils prennent le port d'Anvers, qui est un port en Belgique.
Aux Pays-Bas. En tout cas, c'est dans quoi la Belgique des Pays-Bas? Je me souviens plus. Je pense que c'est en Belgique. J'imagine que ça dépend de quel bord que tu prends, parce que sinon, il pourrait être aussi à l'endroit. Oh, bravo! Merci. À l'endroit à l'envers, il faut qu'il se rende rapidement. L'assaut doit coïncider avec une météo qui n'est pas favorable aux avions parce qu'à ce moment-là, les Allemands n'ont plus la supériorité aérienne du tout. Fait que s'il fait trop beau, ben les avions alliés vont venir comme pilonner, péter les colonnes de tanks puis tout ça. Ben oui. Puis finalement, fait que déjà, il faut que la météo soit de ton bord, ça part mal. Bref. Puis, le quatrième, il est fascinant. Les Allemands doivent capturer le plus de réserves d'essence alliées parce qu'ils n'ont pas assez d'essence pour atteindre leur objectif. Hein? Fait qu'ils n'ont pas assez d'essence pour pouvoir se rendre là où est-ce qu'ils voulaient depuis qu'ils sont déjà partis avant. C'est ça. Ils s'en rendent compte pendant. Non, ils savent d'avance. Okay. L'opération est planifiée autour du fait que quand ils attaquent, il faut qu'ils capturent des points d'essence. OK. Fait qu'ils vont chercher des ressources. Ouais. Capture des ultramars. Capture des ultramars. Hey! Parle pas contre l'ultramar. Comment ça? L'ultramar est un secteur extrêmement important dans Warhammer 40 000. Je t'ai pas vu venir. Bravo. Ça fait plaisir. Mais ça, si tu. En tout cas, pour quelqu'un qui veut imaginer une campagne plus tard, ça peut être intéressant où il y a un des deux camps qui doit, dans ses objectifs de campagne, aller chercher des ressources, puis sinon ça l'affecte. Ça peut être intéressant à faire. Fait que le 16 décembre, ça commence avec un gros barrage d'artillerie. Ils prennent les Allemands, ils font un gros barrage d'artillerie, puis ils commencent leur offensive. Ils prennent les Américains qui sont vraiment pris par surprise. Ils ont réussi à leur coup là-dessus. Il va y avoir des offensives sur la ville de Saint-Vite et Bastogne. Grosse bataille à Bastogne aussi. Et il y a dans Bastogne, ouais. Dans la boîte, ce qu'on a comme troupe, c'est... on verra pas bien. Je vais mettre l'image comme ça. Alors, ceux qui sont en brun, c'est les Américains dans leurs habits d'hiver. Puis ceux qui sont en blanc, là, c'est les Fallschirmjäger. Fait que c'est pas les troupes ordinaires. C'est des parachutistes. Fait que eux, ils vont être parachutés derrière les lignes ennemies. Les Alliés avaient fait la même chose pendant le débarquement pour aller foutre la marde, bloquer des routes puis empêcher les renforts d'arriver. Fait qu'il y en a 1000 qui sont parachutés. La majorité vont pas être parachutés au bon endroit, vont pas réussir à se rejoindre. L'équipement lourd, ils seront pas capables de le retracer. Puis il y en a plein qui vont être faits prisonniers, fait que ça marche pas. Et il y en a une petite gang qui va être avec sous le commandement de Otto Skorzeny. Puis lui, ça peut être quelque chose d'intéressant pour imaginer les games, mais là, c'est dans la vraie vie, mais en tout cas, ils vont se déguiser en américains, puis ils vont prendre des Allemands qui parlent anglais, puis ils vont essayer de débarquer. D'infiltrer, puis après ça, de tuer du monde, puis là, les Américains sont comme, hey, il y a des Américains qui nous tirent dessus, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça marche pas beaucoup, mais en tout cas, ils essayent de le faire. C'est sensiblement ce que les Thousand Sons ont fait à un certain moment dans le siège de Terra. C'est ce que les Alpha Légion font régulièrement dans leur hérésie. Ouais. Ça se fait, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, un point important, là, avec les conventions de Genève, t'es pas supposé, quelqu'un que tu fais prisonnier un soldat ennemi, t'es pas supposé le tuer. Si tu portes l'uniforme de la nation ennemie, là, tu peux être exécuté. Hein? Parce que je pense que c'est considéré comme de l'espionnage, puis l'espionnage, ça fait pas partie de la guerre normale. Fait que si t'es un soldat américain avec un uniforme allemand ou un soldat allemand avec un uniforme américain, t'es capturé, là, ils ont le droit de t'exécuter. Fait que dans le fond, ça, c'est une règle qui avait décidée avant que les années 80, il y ait un film qui décide que la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Oui, pas mal. La guerre, il n'y a pas juste ça, la guerre. Hein? Pour ça, les gens diraient qu'on n'a pas de culture, Phil. Ouais. C'est parce que le monde ne s'attarde pas à la bonne culture. Il nous sous-estime. Ouais. David l'avait pas vu venir, là, la joke de la guerre des trucs, là. Hein? Je t'écoute quand tu parles, David. Je t'écoute. Clé, au moins, il l'a pas vu venir. Oh. Wow. Fait que ça, c'est un peu comment ça va se passer. Pour vous donner un exemple, le 18, on se rappelle, ça commence le 16, 2 jours plus tard, il y a une des colonnes allemandes qui sont supposées prendre un dépôt
de gaz qui est protégé par l'armée belge. Les Belges, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont foutre le feu pour faire exploser ça. Fait que déjà en partant, ils réussissent pas à aller chercher les ressources naturelles qu'ils ont besoin pour faire accomplir leur objectif. À la ville de Bastogne, t'as la 101e compagnie, je pense que c'est ceux qu'on voit dans Band of Brothers, mais en tout cas, qui sont dans la ville, entourés par les Allemands, puis qui réussissent à entourer la ville, mais eux, ils refusent de se rendre. Là, apparemment, quand les Allemands envoient l'ultimatum pour qu'ils se rendent, le commandant américain répond « Nuts! » Là, c'est devenu fameux, apparemment. Il répond quoi? Nuts! Comme des noix. Nuts. Are you nuts? Ou nuts. Oh, moi, je pense pas que c'est ça qu'il a dit. Ah! Peut-être ça. D'après moi, c'était t'as-tu envie de manger des noix? Ça ressemblait à ça, là. Fait qu'ils résistent 5 jours, fait qu'ils réussissent à contrecarrer les Allemands. En soutenant le siège pendant 5 jours. Hein? Et c'est là que la première allergie aux arachides a été reportée. Ouais. Fait que ça, c'est une défaite allemande. Il y a quand même des trucs un peu trash qui se passent. Là. Les Allemands, ils vont aller dans un village, puis ils vont... Comme il y a souvent des résistants et tout ça qui aident, les Allemands, ils disent, bon, représailles, on va dans un village, ils font sortir tous les hommes, ils en gardent la moitié, puis ils se mettent à les exécuter. Des civils, là. Ouais, un peu trash. C'est cute, la guerre. Le 22... Non. Ouais, fun. En tout cas, au début aussi, à un moment donné, les Américains qui sont pris par surprise, il y a une colonne d'artilleurs qui est fait prisonnier. Là, c'est les SS qui les ont fait prisonniers. Et qui se mettent, même s'ils sont prisonniers puis qui sont dans leur uniforme américain, les SS les massacrent. C'est le massacre de Baugnier ou Malmedy. OK. Fait que c'était pas propre. Non, vraiment pas, hein? Fait que ça, c'est le côté moins le fun. Donc... à quelque part, quand on parle de... On en a déjà parlé dans un épisode, oui. Mais dans la guerre historique, il y a quelque chose de vrai, parce que ça s'est vraiment passé. Ça prend un certain pas de recul pour pouvoir comprendre que c'est un jeu. Oui. C'est une simulation, mais il y a une distance à prendre par rapport aux faits qui sont arrivés à l'époque, ce qu'on essaie de recréer aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça rend correct ces actions-là, qu'on est d'accord. C'est un peu la beauté de l'histoire en tant que telle, comme qu'elle est enseignée dans les écoles ou dans les écrits, c'est de pouvoir se rappeler que des choses horribles se sont passées et qu'on ne veut pas les reproduire. Fait je pense que c'est important de pouvoir garder ça en vue, là. Tout à fait. C'est tout. C'est juste ça. C'est bon. C'est un bon rappel. Fait que la bataille des Ardennes, Battle of the Bulge, vous permet de jouer ça. C'est une belle petite boîte faite par Warlord Games. Toujours, il y a un petit feuillet. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer le contenu de la boîte que je vais vous partager. Cool. Le petit feuillet, il va vous retracer un peu l'histoire de cette bataille-là. Fait que ça, c'est le fun. Puis, il y a aussi 3 scénarios pour apprendre à jouer dedans. Puis, il vous montre comment monter les troupes qu'il y a dans la boîte. Là. Fait qu'il vous fait la liste pour vous. C'est-tu un 3 scénarios un peu comme à la Dark Vengeance? Ou est-ce qu'il te montre les règles un peu, puis après ça, tu as un autre scénario, puis il te montre d'autres règles un peu, puis après ça, il y a un autre scénario, puis il te montre d'autres règles un peu. C'est pas une campagne en soi, c'est une mini-suite de scénarios qui te montre les règles pas à pas. C'est exactement ça. C'est vraiment pour... Ça, c'est les meilleurs boîtes de départ. Ouais. C'est les meilleurs boîtes de départ. Il n'y a rien de mieux que ça. Lâchez-moi que les scénarios complexes, compliqués, gros, là. Sacrez-moi patience. Oui. Ça, c'est comme ça que tu fais un starter set. C'est parfait. C'est parfait. Puis si la bataille des Ardennes vous intéresse vraiment, là je ne l'ai pas ici, mais ça, c'est des livres de campagne de Bolt Action. Il y en a déjà un livre de campagne sur la bataille des Ardennes avec 16 scénarios, je pense, dedans. 12 scénarios dedans. Et ça, on avait parlé dans un épisode que les livres de scénarios seraient compatibles avec la nouvelle édition. Il y aurait peut-être juste des petites affaires qui pourraient être ajustées possiblement. T'avais-tu parlé qu'il allait avoir un update des règles dans l'application? Il me semble qu'on avait parlé de... Quand l'application, quand ils vont refaire les livres, là, il va y avoir des updates automatiques dedans. Ouais, okay. Ouais. Fait que l'application, tu vas l'avoir. Le livre de campagne, c'est ça, comme on en a parlé, c'est des scénarios historiques. Le but, c'est de jouer, c'est l'histoire. Fait qu'à moins, j'ai jamais vu ça, mais ça se peut que ça existe, là, à moins que ce soit, tu utilises des campagnes dans des tournois, à moins de ça, le livre va toujours être bon. Tu vas peut-être avoir des petits ajustements à faire pour que ce soit jouable de façon intéressante, mais encore une fois, comme on a parlé dans l'autre épisode avec Two Fat Lardies puis
John nous l'expliquait, joue la période, pas les règles. Ton but, c'est de représenter une bataille précise. Lis la bataille, vois ce qu'ils ont fait avec le scénario, puis tu vas être capable d'adapter pour la 3e Et édition. puis tu connais la période un peu, tu devrais pouvoir comprendre comment ça devrait être joué. Exactement. OK. Fait que le livre de campagne, toujours sur le site de Warrior Games, où je pense peut-être que l'Abyss en a une copie, ou en tout cas on peut aussi le commander à travers l'Abyss. OK. Pour ça. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Fait que là, je me disais, on a une nouvelle boîte, il y a des figurines dedans. Là, c'est la bataille des Ardennes, ça se passe l'hiver. Fait qu'on a une thématique hiver. Okay. Fait que si je regarde là, sur la boîte, là, ils ont même fait des petites bases avec de la neige. Là. Moi, j'ai jamais fait ça, des bases avec de la neige. Vous autres, les gars, vous en avez fait. Ce serait quoi vos conseils pour quelqu'un qui voudrait monter cette boîte-là, style hiver? Donne-moi 30 secondes. OK. David, Phil, est-ce que je te laisse commencer ou est-ce que je vais? Non, vas-y, je vais compléter, parce que toi, tu vas avoir la recette faisable. Moi, je vais avoir la recette infaisable. Ben, arrêtez, je risque d'y aller pour quelques petites choses. Oh! Ouais, ça dépend. T'as raison, Phil, j'ai effectivement tendance à viser le faisable et réaliste. J'essaie de regarder, là, mais bon, mettons, on va faire avec, là. Je trouve pas mon autre. OK. Moi, personnellement, les bases avec juste de la neige, ça m'énerve. Parce que je trouve que bien vite, la base avec juste de la neige, comme un tapis de neige plein, c'est juste blanc. Je trouve que ça manque d'un petit quelque chose. Fait que là, habituellement, soit tu rajoutes du sang, OK, ou ben, tu fais que la neige, elle a été tellement taponnée, peut-être un peu fondue, peut-être il y a un sol en dessous de ça. Fait que là, tu peux commencer à faire apparaître des feuilles, des plantes, des tiges, des bouches, des plantes, des fleurs, des affaires qui apparaissent à travers la neige. Fait que là, tu rajoutes un petit peu plus de niveau. Fait que la façon que je commencerais, j'irais avec une texture de fond qui est brune ou qui est grise. Okay. Pour pouvoir faire comme une espèce de sol plus réaliste. Puis ensuite, je mettrais des petites touffes d'herbe ou des touffes de gazon pour les faire ressortir. Puis ensuite, je mettrais la neige au niveau du sol, pas au complet, pour laisser transparaître un peu ton gris ou ton brun qui est en dessous. Puis laisser transparaître un peu tes tiges, tes bouches, ton gazon, tes fleurs, peu importe. Pour que tu ailles vraiment comme tout ce niveau-là. Fait que là, tu vas pouvoir voir un peu du sol, la neige, le feuillage ou le whatever que tu as laissé transparaître à travers, que tu as mis au départ. Si tu veux rajouter une petite coche de complexité de plus, tu pourrais highlight avec un dry brush ta texture que tu as mis en dessous. La majorité du temps, de mon expérience, shader la texture pour ensuite la dry brusher, pour ensuite rajouter la neige, t'as un peu une perte de temps. Okay. Pour moi, je l'ai fait longtemps. J'ai vite réalisé que ce qui attire l'œil, c'est la neige. Ton dry brush fait déjà ressortir ton sol. Si tu veux donner un effet mouillé, il y aurait un moyen de pouvoir ajouter un effet mouillé ou se faire un effet qui est glacé. Il y a moyen de pouvoir ajouter l'effet glacé. Là, ici, j'ai sorti une couple de produits que j'ai devant moi, là, mais le Valanan Blizzard, on ne voit pas super bien sur la caméra, mais Games Workshop fait le Valanan Blizzard qui vaut vraiment la peine. C'est, selon moi, une des meilleures textures de neige. Ah ouais, okay. Parce que quand tu n'en mets pas beaucoup, elle fait un effet mouillé. Tu peux t'en sortir avec un effet enneigé mouillé. Si tu en mets plus, ça donne un effet tapis de neige bosselé. Il est dénivelé. Il est pas égal. Fait que vu qu'il est pas égal, il fait pas taponner, il fait motonneux, ce qui est parfait. C'est comme si quelqu'un qui avait marché dessus, comme si ça s'était déposé. C'est parfait. Le Liquid Frost de Green Stuff World. OK. Magnifique à rajouter sur les bases pour pouvoir te donner un effet de glace. Dans le fond, quand ça sèche en cristaux. Fait que si tu veux rajouter un effet cristallisé sur des tanks, sur des guns, sur... Ce que ça fait, c'est que ça éclate en cristaux. OK. Transparent. Transparent blanc. Ça fait un frost, littéralement. Comme si tu avais sur une fenêtre
Une fenêtre, quand ça gèle, ça donne comme un effet frost. Ben là, mets-les maintenant en 3D, fait qu'il y a des cristaux qui sortiraient, mettons. Fait que si tu le mets sur un morceau de ruine ou si tu le mets sur un tank, tu pourrais mettre de la neige qui s'est accumulée à certains endroits, mais tu pourrais ajouter des effets de frost sur les coins, sur les chenilles, dans les trous. Ça fait vraiment un effet cristal. Puis c'est des tout petits à plus gros. Plus t'en mets, plus que ça éclate. C'est comme le crackling effect sur les bases. OK. Sinon, Vallejo, là, je ne l'ai pas à côté de moi, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu, là, mais il y a des pots comme ça de Vallejo qui sont du snow aussi. OK. J'aime mieux le Valhalla Blizzard, mais le snow de Vallejo, il est plus économique. Il va te coûter moins cher pour une beaucoup plus grande quantité. Puis honnêtement, ça fait un bel effet aussi. Fait c'est tout à fait correct. La petite coche de plus, quand on parlait de rajouter un bush ou du gazon ou des fleurs, c'est de ne pas hésiter de prendre un vieux pinceau puis de rajouter un peu de Valhalla Blizzard ou un peu de snow sur la feuille, sur le gazon, sur les fleurs, sur le qui ressort pour faire comme si ça sortait vraiment du sol puis qu'il y avait de la neige qui s'était déposée dessus, mais que c'était pas complètement étendu dessus. Fait que grosso modo, c'est comme ça que je fais mes bases en général. De un peu tout. Là. Phil? Moi, c'est la même affaire. Mais moi, j'utilise pour les conseils. Mais moi, j'ai toujours utilisé le même mix. Le problème avec la neige, de pourquoi aussi tu utilises ces produits-là, qu'il y a plein de recettes que le monde, au fil du temps, on se fait homemade, c'est que ça va pas changer de couleur. Ça va pas jaunir, ça va pas décoller. Mais moi, ce que j'ai utilisé avec le temps, c'est parce que justement, tu parlais de la quantité, là, c'est qu'à un moment donné, surtout quand je faisais des décors, selon le type d'effet que tu veux atteindre, comme tu disais, mettons de la neige plus mouillée, plus molle ou de la neige standard. Moi, je mélange Mod Podge, whatever la neige en poudre que j'ai, que ça soit du Woodland Scenic ou toutes les flocs, mais de neige. Puis avec un peu de Water Effect, il y en a plein de compagnies. Puis là, si tu mets plus de Mod Podge, ben ça va être plus comme de la vraie neige. Si tu mets plus de Water Scenic, c'est comme si c'était de la neige fondue. Mais au final, ce que ça va faire, c'est que ça va être dur. Puis le Mod Podge, c'est un peu comme un genre de vernis. Fait que ça va pas jaunir. Puis là, après ça, quand t'as fait ça, tu mets ton mix, ça fait comme une genre de pâte à dents, mettons. Puis là, tu peux saupoudrer dessus de la neige. Tu peux remettre, comme Kevin nous dit, des différents produits pour faire du frost. Mais moi, je pense que l'important, comme moi, j'en mets surtout aussi, essayer d'en mettre, si t'as une figurine avec des banners, ben tu peux en mettre aux endroits où il y a de la neige. Parce que souvent, on a tendance à en mettre comme de la texture paste ou du sable sur ta base. Mais là, il y en a juste sur ta base. Mais tu sais, mettons exemple dans ton cas à toi avec des tanks ou des militaires qui sont couchés dans la neige, ben il y aurait quand même un peu de neige sur lui, il y en aurait sous le tank, puis aux endroits où ça s'accumulerait. Pas beaucoup, mais tu sais, ça rend ça beaucoup plus réaliste si t'en mets dans des endroits où il y aurait de l'accumulation. Puis comme Kevin dit... Vas-y. Non, mais je dis, puis l'important aussi, comme tu disais, c'est quand même d'avoir un fond en dessous. Oui. Parce qu'on le voit pas vraiment, mais c'est ça qui va faire le contraste avec la neige. Oui, parce que tu peux choisir si tu veux qu'on voit plus le sol à travers ou si tu veux qu'on le voit moins. C'est ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on le voit un peu. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler chez Games Workshop, un des premiers projets qu'on m'avait suggéré de travailler dessus, Ben, à l'époque, pour me motiver, pour donner un aspect au magasin, on avait lui, que ça faisait 2 ans qu'il travaillait pour la compagnie à ce moment-là, je pense. Claude, qui était là à l'époque, ça faisait comme 1 an qu'il travaillait pour la compagnie. Moi, je venais d'arriver, nouvel employé, je connais rien à Warhammer. On n'a pas vraiment un feeling d'équipe. Fait que je pense que Ben, dans le but de faire un genre de team building, il avait lancé l'idée de faire une activité de Tale of Four Warlords de Lord of the Rings. Okay. Puis, il avait dit, les employés, on se fait toute une petite force de Lord of the Rings. Ça serait cool si ça vous tente. Évidemment, c'était pas forcé. On avait notre rabais employé, mais ça devait sortir de notre poche quand même. Puis on invitait les clients aussi à participer au Tale of Four Warlords. Fait qu'eux autres aussi pouvaient faire leur truc. Puis là, c'était de jouer des scénarios, d'avoir du fun. Mais c'était beaucoup plus, on fait des pick-up games, puis on peint des modèles avec un deadline. Ce qui est tout à fait correct. Et moi, c'était ma première armée que je peignais. Parce qu'avant ça, je faisais des Dark Elves de Warhammer Fantasy. J'étais tellement pourri
je comprenais pas ce que je faisais, j'avais de la misère, je comprenais pas le layer, je comprenais pas le dry brush. Le base coat et le shade, c'était pas si pire. Ça s'arrêtait là. Puis j'essayais d'atteindre des niveaux qui étaient bien au-delà. Puis j'essayais de faire des effets qui étaient bien au-delà parce que je voyais des clients qui venaient tout le temps avec des maudits beaux modèles. Puis moi, mes bases, je voulais faire des bases de neige. À l'époque, Games Shop avait pas de texture de neige à l'époque quand j'ai commencé à travailler là. C'était de la neige en genre de bicarbonate de soude. Là. Ce qui est tout à fait correct. Mais moi, quand on m'apprenait comment le faire, c'était prendre la colle blanche, tu mets de l'eau, tu mets ça avec de la poudre, tu mets ça sur ta base. Puis à chaque fois que je le faisais, j'étais, c'est bien laid, ça. J'aimais pas l'effet que ça me donnait. Un, parce que je n'avais pas d'expérience. Deux, parce qu'il n'y avait jamais personne qui avait de l'expérience qui était assis avec moi pour pouvoir vraiment me le montrer. J'avais juste du monde qui me disait comment le faire. Mais si je leur avais demandé, peux-tu me montrer comment toi tu l'as fait, je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'avait vraiment fait. Fait que c'est comme si tout le monde me disait comment faire un gâteau au fromage, mais personne n'avait vraiment fait un gâteau au fromage à la maison. Fait que, mauvaise expérience. Bon, Lord of the Rings, je fais le concept, puis je me dis, je me fais une force de Galadriel dans la neige. Cape verte, armure dorée, ça va être cool. C'est des couleurs avec lesquelles je ne travaille pas avec les Dark Elves. Les Dark Elves, moi, c'était du mauve puis du argent avec un peu de bronze ou un peu de doré. Fait que j'ai jamais travaillé avec ces couleurs-là. Ça va être cool. Les capes sont texturées. Dry brush, je vais pouvoir pratiquer mon dry brush. Le doré, je vais pouvoir pratiquer mon dry brush. OK, cool. Je vais apprendre comment faire ça. Puis je vais me faire des belles bases en neige, ça va être mal. Je fais mes bonhommes, je les finis, je suis relativement satisfait. Je me dis, c'est pas aussi beau que ce que Claude peut faire. C'est pas aussi beau que ce que d'autres clients peuvent faire. Mais, je pense que ça sort mieux que mes Dark Elves. Mais, c'est pas logique qu'il y ait juste de la neige sur le sol. Ça prendrait de la neige sur les elfes. Puis moi, j'avais l'image du gouffre de Helm avec les elfes qui sont debout sous la pluie. Ouais. Je me disais, mettons que c'était pas de la pluie puis c'était de la neige comme qu'on a au Québec, là, mettons, là, des fois au mois de janvier, février, là, ça s'accumule puis tu peux faire des gros bonhommes de neige puis des châteaux forts, mettons, avant le réchauffement climatique et tout ça. Je me disais, si c'était pas de la pluie puis c'était de la neige qui tombait sur ces elfes-là puis qui se tenaient en garde, ça prendrait de la neige, comme que Philly dit. Ben, à un moment donné, j'ai réalisé que si tu mets trop de neige sur le bonhomme, on dirait qu'il y a beaucoup de mouettes qui ont fait caca dessus. Oh non! Puis, il est trop tard quand tu as mis ça dessus. Parce que c'est une texture. La texture, elle donne un niveau, elle donne quelque chose. Ben oui. Fait que j'ai scrappé toute ma force. Parce que je l'ai toute faite. Moi, j'avais confiance au processus. Fait que j'ai tout fait mon 500 points de Lord of the Rings, mettons, là, pour ce mois-là. Là. Il était tout fait au complet, tout avec la texture de neige faite un peu maison, des petits dots dessus. Oh non. Au bout de la ligne, il avait l'air d'avoir des capes léopards avec des cacas de mouettes sur ses épaules et sur la tête. C'est là que j'ai appris less is more. Comme que Philly disait, si ton gars il est couché dans la neige, c'est bien correct. Ma suggestion, mets-en moins que trop. Parce que tu peux toujours ajuster en rajoutant un tout petit peu. Prends le pas de recul, regarde la force. Prends le pas de recul, regarde de quoi ça a l'air. Parce que si t'en mets trop, il est trop tard. À moins que Phil dise le contraire. Je sais pas si Phil, t'es d'accord avec moi. Non, je suis d'accord. Less is more. Sinon, par exemple, quand j'ai fait mon Africa Corp sur mon SAS dans le désert, je dry brushais un petit peu de beige dessus. Tu sais, pour faire le côté, il y a du sable qui s'est accumulé, mais aussi comme le soleil. Est-ce qu'on peut dry brusher un blanc plus gris qui donnerait cet effet-là? Ou... Moi, je prends le Ethereum Blue pour dry brusher sur le gris ou sur le brun. Pour donner un effet blanc bleuté, faire un effet frosty. Pour pouvoir faire la transition entre la neige, le sol gris ou le sol brun, puis le reste. Ça, c'est mon truc à moi. Là. Toi, Phil, t'as-tu... ou même sur le modèle, là, tu veux faire un frosty effect sur les boots? Non. Non. D'après moi, Phil, son cellulaire va mourir relativement bientôt, puis ça se peut qu'on le perde pendant qu'il nous jase. Tu pourras le couper au montage, ça fait une couple de fois, je vous dis. Ça va crever, puis là, vous partez, wouh! Fait que...
Less is more. Mais oui, je ferais le weathering en dry brush pour pouvoir faire le processus vers le reste. Comme si c'était de la boîte, tu mettrais un peu de brun, même affaire. Puis là, je pense qu'on a effectivement perdu Phil. Oui. Il a la plus belle expression qu'on pouvait avoir à un moment de pause. Mais ouais, fait que pour continuer, c'est comme ça que je le ferais. Je ferais juste ajuster la transition. Si tu faisais un weathering sur un Space Marine pour pouvoir partir des bottes, pour pouvoir aller vers le haut, je ferais un Frima. C'est ça. C'est bon. Parfait, ça. On a perdu Phil. Phil a perdu le fil à cause... Son téléphone est mort. La batterie est morte. Fait qu'on l'a perdu. Fait qu'on est de retour à nous deux. Fait qu'on va continuer avec les conseils de peinture où est-ce qu'on était déjà un petit peu sur notre lancée. Fait qu'on avait parlé un petit peu là, de comment faire les textures sur les bases, comment arranger un peu le weathering pour pouvoir faire bouger de neige à modèle, faire le frima un peu. Puis il y a sûrement plein d'autres façons de faire. Là, okay? C'est vraiment juste des suggestions que je donne, mais qu'en général, c'est comme ça que je fais toutes mes armées. Je suis pas un pro, mais c'est comme ça que je fais mes armées. Plein de beaux commentaires et c'est facilement recréable sur une centaine de modèles. Si j'ai pu le faire sur une armée de Dark Elf de 12 000 points, sur une armée de vampires de 12 000 points, sur des armées de Space Marine, sur des armées du magasin, je veux dire, si je peux recréer ce que je viens de vous donner là sur tout ça, vous pouvez le faire sur Bolt Action aussi. Fait y avait-tu autre chose dans la boîte qui mérite qu'on... J'aimerais ça, si ça te tente qu'on regarde un peu les uniformes. Dans le petit livret, ils nous donnent des recettes, fait que ça c'est très bien. Pour les, comme je disais, comme je dis toujours, quand tu as une boîte de départ et qu'ils te donnent les couleurs du monde comme moi, j'aime ça. Parce que je sais quel pot il faut que j'aille chercher. Mais mettons que je voudrais les faire au contraste ou des recettes simples. C'est quoi ton avis là-dessus? Mettons qu'on commence par l'infanterie américaine, donc les bruns avec du vert. Là. Ben écoute, tu m'as envoyé la photo, fait que là, je vais être sur mon sel, mais c'est pas parce que je vais être bête, OK? Parce que je regarde les enfants. Je suis pas en train de texter, là, tu sais. C'est bon. Là, j'ai tout fucké l'image. OK. Ben, premièrement, je tiens à dire, le tank que tu as dans ton image, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que le tank, pour moi, j'ai l'impression que c'est un tank qui pourrait fitter dans n'importe quel autre genre de climat. J'ai pas l'impression pour moi que c'est un tank d'hiver. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le reste des modèles, ils ont l'air d'avoir un camo qui fit avec le feeling. Ce qu'ils ont mis dessus, c'est le genre d'affaire que j'aurais pu demander à Phil, fais-moi un tank avec un petit feeling plus gris, puis ça aurait été correct. Ouais. Puis clairement que c'est fait au airbrush. Fait que tu sais, c'est du beau airbrush de primer noir avec un peu de blanc, un petit peu de gris, même moi du vert pour pouvoir montrer qu'il y a du vert, parce qu'il y a du vert. Puis du weathering. Fait que c'est ça. Si on parle des uniformes, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils utilisent vraiment le principe, tout le monde en a parlé souvent, mais le principe des cultistes du chaos. Oui. Où est-ce qu'ils échangent 3 couleurs? Ils utilisent toujours les mêmes 3 couleurs, mais ils les échangent. Fait que ce que tu as, c'est du beige, du blanc, du bleu. Ouais. Après ça, toutes les autres couleurs qui sont autour, ça va être du brun, du gris, du doré, du argent. Toutes des couleurs relativement neutres qui vont venir complémenter tout le reste. Fait que, eux autres qui ont, tu sais, tu prends des squads, t'as 2 gars avec des pantalons beige. Pantalon beige, ça pourrait être un Séraphin Sepia directement sur le primer blanc. OK. That's it. Tu pourrais prendre du Skeleton Horde, mais si on prend l'image qu'eux ils ont ici, le beige est clairement plus pâle que ce que Skeleton Horde va te donner. Fait que t'es mieux de faire un shade de Séraphin Sepia, puis à la limite un deuxième si tu trouves que c'est trop pâle. Mais je pense qu'avec un, t'auras un beau résultat. Les pantalons, ou parce que là, mettons les vestes ou les pantalons qui sont une espèce de blanc bleuté, j'aurais tendance à dire un Griff Charger Grey dilué. OK. Tu pourrais diluer avec de l'eau, là. Ça serait correct. Pour qu'il aille juste dans les cracks. Parce que les surfaces sont quand même très, très blanches. Oui. Fait que si tu veux sauver du temps et pas avoir à faire de highlight, si tu dilues ton Griff Charger Grey, il va aller encore plus dans les cracks et ça va régler ton problème. Il risque d'être un petit peu plus... Tu sais, là, il y a des cracks ici là, que je vois qui sont un bleu azur.
un bleu glace, entre guillemets. Ouais. Rift Charger Grey te donnera pas cet effet-là. Mais honnêtement, je pense qu'il te donnerait une meilleure définition de tes pantalons que... Je peux me tromper, mais le feeling que j'ai quand que je vois les modèles qui sont là, c'est que les pantalons que je vois devant moi, là, pantalons blanc-bleu en quadrillé, là, en losange, là, ça file pas réaliste comme blanc-bleu pour moi. OK. Je trouve que le bleu qui est dans les cracks est un peu surréaliste. Ça file comme un Frostheart Phoenix. Un contraste dilué. Pour moi, il est ben trop flash, le bleu qui est dans la craque. OK. Alors qu'en réalité, je pense qu'il serait plus proche d'un gris avec un peu de bleu, peut-être, que le Griff Charger Grey va te donner. Puis le bleu jeans qu'ils ont sur les pantalons ou les vestes ou les casques, moi, j'aurais tendance à faire un... quoi déjà? Thalassar Blue. OK. Comme base coat. Puis Ultramarine par-dessus. Ultramarine Blue par-dessus du Thalassar Blue? Ouais. Ah ouais. Tu pourrais aussi les mélanger tous les deux ensemble. Ouais. Tu pourrais aussi les mélanger tous les deux ensemble. Ça donne une belle couleur de jeans. Ah, OK. Ah, c'est intéressant, ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes recettes de mes capes bleues Teclis. C'est comme ça que j'ai fait toute sa cape bleue au complet. OK. C'est en mélangeant. J'ai appris ça en regardant des vidéos, puis j'étais genre, ça, c'est un beau bleu. Parce que j'étais pas satisfait de Thalassar Blue. J'étais pas satisfait de Ultramarine Blue. Quand j'ai peint pour la campagne de Plague War, toutes mes Astra Militarum étaient toutes peints en Ultramarine. Fait que je faisais Ultramarine Blue. Mais je trouvais que c'était weird. C'était correct, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Quand maintenant j'ai appris à mélanger ça, j'étais comme, OK, ça donne un bleu qui tirait un petit peu sur le mauve, qui tirait un petit peu sur... Il y a un petit quelque chose d'intéressant là-dedans. Sinon... Tu vois, quand j'ai fait mes Vikings, moi, je voulais un bleu qui ressortait plus, mais je trouvais que Thalassar était trop flash. Exact. Je l'avais mélangé avec du Space Wolf Grey. Ah ouais, ça peut marcher aussi. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Ce qui est important dans ce bleu-là, c'est qu'ils sont allés pour un genre de Calidar Sky. Ouais. Mais moins bleu enfant. Mais c'est pas un Defeng non plus. OK. Si je prends les couleurs Games Workshop, je m'excuse pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont pas en couleur Games Workshop, là, mais ils sont allés pour un bleu gris, bleu jeans, mais un peu plus bleu que bleu jeans, un petit peu plus bleu que bleu gris. Mais ils sont pas allés dans un bleu qui est tellement enfantin ou qui est tellement bleu pétant comme un Calidar Sky le serait, par exemple. Fait que ça prend un petit mix ici, je pense. Ou tu prends une gamme de peinture qui a le bleu parfait. Ouais. Puis là, dedans, sûrement que ça existe. Là. Ils ont-tu une suggestion, eux autres? Eux, leur bleu, c'est du... Attends. Mais je pense que tu t'en sors pas sans des highlights. Luftwaffe Uniform. La couleur s'appelle Luftwaffe Uniform. Fait que ça a le nom de l'uniforme, carrément. Chez Valero Model Color. OK, bon, ben, vous pourrez checker sur Valeo. C'est la seule couleur, le bleu, là. Ouais. C'est la seule que je pense que tu t'en sors pas sans faire des highlights. OK. Parce que dans le fond, le blanc, quand tu vas le shader avec ton contraste dilué, automatiquement, il fait ta craque puis il fait ton highlight. Ouais. Puis les modèles de Warlord Games, c'est des super de beaux modèles, mais il n'y a pas 1000 highlights à faire dessus. Comme à un moment donné, le modèle, il a son gun, il a sa strap, il a son linge. Et comme à un moment donné, surtout des fois, tu en as beaucoup à faire. Là. Oui. Fait que ça vaut la peine de pouvoir choisir où tu mets tes efforts. Si j'avais besoin de mettre mes efforts à quelque part, ça serait sur le bleu thématique que tu viens de nommer, parce que ça a l'air d'être une couleur emblématique. Comme pour un Blood Angel, je mettrais les efforts sur le Mephiston Red, pas sur le Abaddon Black. Sur le noir, je mettrais pas mal moins d'efforts sur mes highlights que sur le rouge du Blood Angel, parce que qui est iconique du Blood Angel, c'est son rouge. Le noir, écoute, c'est du noir, l'argent, c'est du argent. Le beige, si tu veux, ils ont du beige brun. Là, tu parles desquels, là? Toute la gang, ils ont des straps ou ils ont des enveloppes ou des munitions ou Snakebite. Ça, je pense que Snakebite Leather, ça ferait la job amplement. Puis tu sais, là, ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer avec tes beiges.
tu peux choisir s'il y en a un que tu veux shader avec du Agrax Earthshade, Ouais. puis pas un autre. Fait que déjà, juste ça va donner comme un feel qui est différent. Puis c'est pour ça qu'en commençant avec un Séraphin Sepia sur tes pantalons, sur tes vestes, c'est déjà, ta couleur est choisie. Celui-là, c'est le beige le plus pâle. Ouais. Toutes les autres beiges, il faut que ce soit un autre ton de beige. Fait que ça claire déjà ça pour toi. Là. Ouais, ça c'est mon uniforme. Ça c'est pour les blancs bleus. Tu veux-tu qu'on check pour les Américains aussi? Ben oui. Oui donc. Ok. Américain, c'est un petit peu plus touché, je trouve. Ben, le vert, on le voit pas super bien dans l'image, mais le casque est vert, entre autres, avec Militarum Green. Ça a-tu du sens? Je serais tiraillé entre Castellan Green et Militarum Green. Moi, personnellement, je dois avouer que je suis plus fan de Castellan Green. OK. Castellan Green, à la limite, un peu dilué. Militarum Green, il est correct, mais je sais pas. Quand je l'utilise, j'ai toujours l'impression qu'il sort correct, mais si je fais pas de highlight dessus, il y a quelque chose qui est blotchy, il y a quelque chose qui est pas... Il me pogne pas. Castellan Green, pas de highlight, il sort un beau vert armé classique. Puis si je fais des highlights dessus, là, il pop. Fait que tu pourrais aussi mélanger les deux. OK. Tu pourrais aussi mélanger les deux, puis ça marcherait. Le brun, je dois avouer que je suis un peu tiraillé. J'aurais tendance à prendre un Tiger Brown, mais il serait plus foncé que ça. C'est ça. Fait que Tiger Brown. Wildwood, Tiger Brown, puis il y en a un autre, là. Parce que ils sont très foncés comme contraste, là. Tiger Brown, tu me donnes 30 secondes, je peux aller checker. Mais je mélangerais un Tiger Brown avec un rouge. Avec un rouge, OK. Ouais. Tiger Brown, puis... Là, on est en train d'enregistrer. Fait évidemment, j'ai pas le temps là, de pouvoir trouver ça. Mais j'aurais tendance à prendre Tiger Brown, puis un petit peu de... Je sais pas si ça marcherait. OK, mon feeling actuel. Ouais. Je peux me tromper. Là, on est dans le gâteau au fromage avant de l'avoir testé. OK? J'aurais tendance à faire Tiger Brown puis de le mélanger avec du Dumble Brown. Fait que le layer Dumble Brown, Tiger Brown mélangé ensemble. Ça te fait un base coat qui est opaque, mais qui va avoir ta couleur de brun-rouge. Mais là, tu n'as plus l'effet contraste, par contre. Tu vas perdre un peu l'effet contraste, effectivement. Mais là, tu pourrais par la suite, tu pourrais revenir avec du Dumble Brown pour pouvoir faire ton dry brush. OK. Ou un layer. Puis ta couche de base te sert de shade. Fait que dans le fond, ton Dumble Brown puis ton Tiger Brown mélangés ensemble te donne un brun foncé rougeâtre. Okay. Fait qu'il fait des cracks. Puis ton étape d'après, qui est ton heavy dry brush, wet brush ou juste layer, ou un base coat qui évite les cracks, ça va te donner ton effet plus proche de ça, je pense. Puis ça a l'air d'être la couleur la plus iconique de tout le modèle, parce que c'est la couleur principale, avec un peu de vert. Du long manteau, ben oui. Tu veux pas aller trop vers le rouge dans ton brun rouge, parce que sinon, ça fait rouge puis vert. Ouais. Ça fait Noël. Fait que c'est pour ça que le brun feel brun. C'est pour ça que j'essaie de faire attention à essayer de le garder brun et pas rouge. Et c'est pour ça que j'ai pas fait un mélange de, mettons, Flesh Terror Red, Tiger Brown. Si tu trop sur le rouge, ça marchera pas. T'as pris un brun rouge à la place, ouais. Ouais, c'est ça. Il y aurait aussi moyen probablement de pouvoir mélanger avec des couleurs de peau caucasiennes. Fait qu'un mélange de Tiger Brown, Gulliman Flesh, Tiger Brown, Fire Slayer Flesh. Il y aurait peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait se faire aussi. Là. OK. Fait que mettons 2 parts, 3 parts Gulliman Flesh, 1 part Tiger Brown. Comme c'est plus foncé, t'en mets toujours un peu moins. Puis l'autre qui est plus pâle, t'en mets toujours plus. Fait que je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Puis les cases blancs, là, il y a une couple de cases blancs, là, mais ça, Apothecary White, ça fait la job. Sur les pantalons que j'ai dit tantôt, là, le Griff Charger Grey dilué, Apothecary White ferait la job aussi.
Ouais. Et si vous trouvez que c'est trop bleu et que vous voulez plus gris, Soul Blight Grave Grey fonctionne très bien aussi, qui est un shade, mais il est plus gris. Un petit dry brush de titanium white. Ouais. Les pantalons beige de tout à l'heure, Bright Ivory. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, puis ça, c'est l'affaire qui est le fun aussi, là, c'est que dans les autres compagnies, tu sais, il y a plein de compagnies qui ont sorti des contrastes, pas contrastes. Dans les dernières années, il y a des compagnies qui ont sorti des belles couleurs, tu sais, Pro Acryl, là, des belles couleurs de Bourgogne, des belles couleurs de... Fait que des fois, ça peut valoir la peine de pouvoir dire, chez Games Workshop, j'ai pas exactement la gamme de couleurs que j'ai besoin parce que c'est pas ce genre de brun-là que je cherche. Mais cette gang-là, ils ont peut-être exactement... j'ai commencé à beaucoup plus travailler avec le Pro Acryl en faisant mes... comment est-ce que ça s'appelle? Les gardes de Loris Hérésie. Je peux pas croire que j'ai oublié leur nom. Imperial Fist? Non, la garde, les humains, les... Voyons. Tempestus, non. Les Solar Exilia. Solar Exilia. Ok, je peux pas croire. Je suis fatigué. En faisant mes Solar Exilia, j'ai vraiment fortement travaillé avec la gamme de Pro Acryl. J'ai appris à découvrir plusieurs de leurs couleurs que j'ai moins chez Games Workshop. Puis ça me fait sauver du temps. Parce que j'ai exactement la shade de couleur que je voulais. Alors que c'est quand même drôle considérant que Games Workshop, il y a genre 200 sortes de couleurs. Ben oui. Mais il y a des belles couleurs dans d'autres compagnies, ça vaut la peine d'aller checker. Puis, si vous êtes comme moi, vous avez ça simple, quand vous achetez la boîte, ils vous donnent le Ah, ben oui! Mais, tiens, j'ai une question pour toi. Je sais qu'on arrive vers la fin, là, mais la gamme de couleurs qu'ils te mettent là, est-ce que c'est exactement la couleur dont tu as besoin avec les highlights, avec les étapes, ou est-ce que c'est comme une recette de Games Workshop, ça te donne une idée du ton, mais c'est pas du tout exactement ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu entends par exactement ce que tu as besoin? Mettons, quand tu achetais une boîte de Space Wolf chez Games Workshop, sur la boîte en arrière, il disait Fenrisen Grey. Ben, si j'achète un pot de peinture de Fenrisen Grey, puis que je le mets sur mon Space Wolf, il n'y aura pas l'air de la boîte. OK. Ouais. Fait que ce que ça donnait comme idée, c'est ça que moi j'expliquais aux clients à l'époque, c'est un code de couleur qui me dit à moi dans quelle gamme tu dois aller fouiller, dans quelle gamme de couleurs tu dois aller fouiller. C'est dans la recette du Fenrisen Grey. Ben, dans ce cas-là, on est plus proche de ça. OK. Mais contrairement à l'autre d'avant, ils ont donné dans certains cas, comme tu vois, les casques, ils disent US Olive Drab Base Coat, puis US Olive Drab / Green Grey Highlight. Ah, OK. Dans certains cas, ils donnent des highlights, mais pas partout. OK. Ben, puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, mais tu sais, là, il y a des straps en verre. Ouais. La strap en verre, là, tu peux y aller avec 2 highlights si tu veux. Mais je te jure que si tu fais un base coat dessus, ça fait un job. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là. Tu sais, les poches vertes. Puis, fait intéressant, tu regardes les pieds puis les bottes de tous les gens que tu vois sont soit en brun, soit en noir. Puis, c'est ça qui fait beaucoup la différence. C'est que si tu mets ton sol, on parlait tantôt de mettre de la neige sur le sol. Oui. Si tu mets ta neige sur ton sol puis tu mets un sol en dessous, assure-toi de ne pas avoir la même couleur de bottes que ton sol. Ah, ouais. Parce que si tu fais un brun foncé puis tu fais un brun foncé pour tes bottes de cuir, c'est le même brun. Tu parles de contraste. Il n'y a pas de différence. Ouais. Il n'y a pas de contraste. S'il est noir, là, c'est différent. Et c'est là où est-ce que quand tu fais une base complète en neige, peu importe ce que tu mets, ta botte, on s'en fout. Elle va faire la différence, elle est sur du blanc. Ouais. Mais si tu le mets sur un sol, avec des fleurs, avec des affaires, même affaire, là, c'est full de gazon là, autour des bases, là, autour de leurs pieds, là, avec de la neige. Si leur soulier était vert, puis leur protège-soulier était vert-brun, ça ne marcherait pas pantoute. Parce qu'il y aurait trop de gazon pour que ça puisse fitter. Ouais. Fait il y a ça aussi qu'il faut jouer, là. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, en cas de doute, mettez brun. Mettez noir. Noir, c'est chill pas. Un soulier noir, ça va être bon sur un sol gris, ça va être bon sur un sol brun, puis ça va être bon sur de la neige. On s'en fout. Ben, c'est ma suggestion. À moins de vouloir exactement la couleur de bottes qu'il y avait, puis qu'il n'y ait pas des bottes noires. À moins que toi... Mais tu sais, moi, je me fie à leur image, là. Sur leur image, là, c'est majoritairement des souliers noirs. Ouais.
ou un brun tellement foncé que c'est presque noir. Les Américains, je pense qu'ils ont du brun. Ouais, il y en a qui ont du brun. De ce que je vois de ton image, là, il y en a qui ont du brun. Fait c'est même pas clair, ouais, je pense que t'as raison. Ouais, la majorité ont des souliers noirs, puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont du brun. Ouais, les figurines anglaises pour Gentleman's War, fait que dans le désert, je pense que si c'était des Anglais, parce que je me souviens, il y avait les Australiens et les Anglais qui utilisent à peu près la même figurine avec des têtes différentes. OK. Mais les bottes, ceux qui venaient d'Australie, je pense qu'elles étaient noires, puis ceux qui venaient d'Angleterre étaient brunes, ou vice-versa. OK. Là, c'était une façon de distinguer les deux. Ben, c'est ça qui arrive aussi, je pense, dans les historiques, c'est que des fois, les modèles sont les mêmes. T'sais, on en parlait, mettons, quand on faisait du saga. Des fois, tu peux utiliser les mêmes modèles pour représenter plusieurs pays ou plusieurs nations, plusieurs moments d'époque différents. Ce qui change, c'est les couleurs ou la façon dont il a agencé les couleurs ou les héralderies. Fait que, des fois, il faut aussi accepter que c'est ça. C'est pas toujours comme un Space Marine. Mais arrêtez, non, c'est exactement comme un Space Marine. Ce qui fait la différence entre Space Marine 1 et Space Marine 2, c'est la couleur. Fait pour les terrains, écoute, on pourra jaser de comment faire les terrains si vous avez besoin d'aide, là, mais je pense que pour les uniformes, on a déjà pas mal de trucs. Oui, c'est un bon départ. Merci beaucoup, Kevin. Ça fait plaisir. Ben écoute, c'est mon avis à brûle pour point sans trop y avoir réfléchi. Là. C'est quand même bon. C'est vrai que tu me l'avais envoyé d'avance. J'aurais pu le regarder et sortir des idées, mais c'est ça. Voilà. Fait que c'est tout? C'est tout. Ben merci beaucoup, David. C'était vraiment cool. J'ai hâte de voir les belles photos que vous allez pouvoir prendre avec cette boîte-là. Est-ce que tu as fait tout seul ou tu as fait avec le club? Pour l'instant, on sait pas. Il n'y a pas de projet en ligne. Fait que soit je l'ai fait tout seul ou soit je l'ai fait avec du monde, mais il n'y a pas rien de décidé encore. Rien de décidé encore. OK. Ben j'ai bien hâte de voir comment est-ce que tu vas t'en sortir avec ça. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu du fun. Ça continue un peu notre série de David nous éduque Bolt Action. On voit qu'on s'enlignait vers une nouvelle édition. On fait la même affaire avec 40K. On fait la même affaire avec Age of Sigmar. Ben là, on a fait la même affaire avec Bolt Action. Fait que c'est vraiment nice. Merci beaucoup. Si vous nous cherchez sur les médias sociaux, si vous nous regardez, on a des épisodes qui sortent à chaque semaine sur YouTube, comme vous peut-être en train de nous regarder en ce moment. On a aussi les médias sociaux de Instagram qui est soirée.peinture. Sur YouTube, si vous ne nous avez jamais trouvé, c'est Soirée Peinture directement. On a sur Facebook le groupe qui est Soirée Peinture, la communauté. C'est là où est-ce qu'on va partager les trucs, où est-ce qu'on va discuter, où est-ce qu'on va se donner des petits challenges. Puis on a Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle où est-ce qu'on met les événements, comme par exemple le Warcry d'Halloween qui s'en vient dans quelques semaines. Puis qu'on met plein de trucs d'événements régulièrement. Je pense pas que j'en ai oublié un. Les épisodes sont à peu près à toutes les semaines. J'ai vu que dernièrement, on avait énormément de reviews à 5 étoiles. Fait que merci beaucoup pour tout le monde qui ont voté pour un beau 5 étoiles. Merci. On a eu une belle vague de nouvelles personnes qui se sont ajoutées dernièrement aussi là, avec les gros défis qu'on s'était lancés avec les vidéos, les photos pour la grosse table, pour le Warcry d'Halloween, tous les contenus qu'on a fait de vidéos drôles. Fait que pour vrai, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Vous avez 119 épisodes à écouter. Fait que, comptez-vous. Sur YouTube, on n'en a pas 119, mais on en a plein pareil. Fait que, gênez-vous pas. Puis ben, sur ça, il y a juste une chose à dire. David? Saillant. Oh. Phil? Un autre jour. Bonne soirée peinture!